Yes. Ça peut être pas mal. Donc, Ah bah tiens, bah, il reste 2 grammes. bim. Ah, tu peux sortir l'IPA. Le petit trou jaune. Ah oui, J'en ai mis congélo, il me dit temps. Ouais, en plus ça va être bien. C'est une petite. Hein. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et est-ce qu'on m'entend? On m'entend, je crois. Ouais. Il y avait que de la grime là-bas, alors j'ai pris quand même de grime, mais je voulais quand même une petite temps. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Oh putain, il y a du dépôt là. Bite poil couille. C'est bon, on Tu m'entend. peux faire de la bière aussi pendant l'enregistrement? Ouais. Il y a du vin, enfin... Et Julien est en train de préparer. On est bien d'accord que c'est Gilda, pas Gildas. Hein. Ah, c'est Gilda, ouais. Ouais, jamais. Ouais. Tiens. C'est bien gentil, merci. Faut que je t'appelle Mollusque, c'est ça. Comme tu veux. Parce qu'il y a 2 Julien sinon. Ouais, en plus. On a chacun notre surnom. Moi, c'est Bot. Bot et Mollusque. Ouais. On va partir là-dessus. Le jour où j'appellerai un Julien. Nous, on va t'appeler Gigi. Gigi. Gigi à fripouille. Oula, oui, ah putain, je me disais, mais je m'entends bien, mais j'avais monté le son. Faut parler très, très proche du filtre. En hein. gros, comme bah, tu limites ton nez un peu au-dessus, on va dire, quoi. Et, non, Relativement c'est pas trop proche, mal, oui. quoi. T'as pas à être collé, mais assez près quand même. Tu peux remonter le micro un peu si tu veux. Quand tu... Je vais remonter, hein, parce que j'ai tendance à m'affaisser plutôt. Ah bah, laisse-le comme ça, ça serait bien. Bon, en vrai, on t'entend bien. Ok. Oui, là, c'est Ouais, bon. quand Hein. t'es comme ça, Oui, c'est- nickel. Putain, avant que je fasse chier à des capsules. Ouais. Le limonade. Mais babou. Thank you. Personne prend du vin? Pas pour l'instant, j'en prendrai peut-être après, mais pas pour... Moi aussi, pareil après. J'ai acheté du ce rouge aussi. Oh, c'est bon ça. C'est bien Ça ça. me plaît. Ça. Mais je préfère la bière pendant le podcast pour lâcher un petit roux ou deux au micro. Ouais. Avec la levure aussi, il y aura l'épée. Bah ouais. Let's go. Générique. J'ai vu l'exorciste 2747 fois, à chaque fois je me marre comme un bossu. Qu'est-ce qu'il est chouette ce film, nom de Dieu! Tu aimes les films d'horreur? Quel est ton préféré? Je sais rien. Réfléchis. Oh, je sais. Space Jam avec Michael Jordan et Bugs Bunny. C'est pas un film d'horreur. Eh ben, t'as pas vu jouer Michael Jordan? Je voulais te demander, c'est pourquoi le nounours SDF tout un petit nez de crasse? C'est du sang, celui de ma fille assassinée. Et c'est ainsi que la fille devint femme. Bonjour, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Raconte-moi ta pépite. 2 invités et 2 pépites cinématographiques. Et on va commencer par les présenter. On va commencer par le co-host Bot. Et Bot, pour te présenter, tu vas nous dire ton sexe, ton âge, ton raccourci clavier préféré et un moment horrible au travail. Oui, donc je suis toujours un homme, toujours de 36 ans. Mon raccourci clavier, je veux dire Windows E, parce que j'aime bien ouvrir les explorateurs. Et un moment horrible de travail, j'ai cherché très longtemps, environ 1 minute juste avant là, et je dirais, après une nuit blanche, un jeudi soir où j'ai pris une caisse de l'enfer, où j'avais fini au whisky à 8h du matin pour bosser à 9h, Avec qui? avec un pote. Et la journée avait été horrible. Et là, ça correspond parfaitement. À 14h, je suis allé voir mon chef, je lui ai dit, écoute, j'ai pris une trop grosse caisse hier, j'ai pas dormi, j'en peux plus. Ouais. Donc je rentre chez moi. De toute façon, ça devait sentir, donc en même temps, je pense pas que t'avais besoin de beaucoup le Je dire. peux aller à la liche, je pense. C'est pas mal. Mollusque, pareil, sexe, Salut. âge, raccourci clavier préféré et ton moment horrible au travail. Un moment en tout cas. Ok, bah, je suis de sexe masculin. L'âge 33, putain, je viens Oh de la les vache, avoir. j'hésite. Non, bah, je viens de les avoir, donc j'hésite. Ça fait 1 an que je dis que j'ai 32. Alors, donc non, 33. Ma grand-mère disait que le bon âge, c'est quand les pieds touchent le sol. Ah, Des paroles sages. ouais. Raccourci clavier préféré, moi c'est CTRL U parce que j'utilise KeePass, ça me permet d'ouvrir toutes les applis en saisissant les mots de passe automatiquement et c'est trop bien. Ça va être trop bien, ça va pas parler du tout aux gens, il y a des gens Bah, à faire. très bien, installez KeePass, ça va vous changer votre vie. Et un petit moment horrible de travail Bah, j'en ai plusieurs là pour le coup. Pour un, comme tu le sens, ou 2, hein, si tu veux aller. Hein. Bah, on parlait tout à l'heure, mais à la fois où j'ai gerbé au boulot après un restaurant pas terrible. Et sinon, une autre fois, c'est quand j'étais à Accenture, donc j'étais un jeune newbie. Et j'avais vidé la table client en prod, sans le vouloir. T'as vidé Voilà. toute la prod? Ouais, Ok. et c'était la panique. Pas mal du tout. Et le dernier, c'est Gilda. Même question, sexe, âge, raccourci clavier et un moment difficile au travail. Alors, sexe masculin, âge 37 ans. C'est le vieux. Eh oui, je suis vieux.
Raccourci clavier préféré, moi j'adore les codes ASCII. Donc c'est le Alt 26, c'est une flèche. Ah, c'est la flèche. Ouais, c'est ça. Alors je sais plus si c'est la flèche qui va vers la droite, qui est le Alt 27 et le Alt 26. Et ça fait 2 flèches, mais dans l'ordre différent. Et j'aime beaucoup ce raccourci-là. Et une anecdote un peu difficile au boulot. Alors en général, c'était la laine de mollusque le vendredi matin. Alors, Quand tu venais lui demander un truc, généralement, tu étais obligé de détourner légèrement le nez. Ça c'est fait. Et non, j'ai d'excellents souvenirs de quand j'étais étudiant, mes jobs étudiants. Je me souviens que pendant une année, j'avais fait la plonge en 2003 pendant la canicule et qu'on avait régulièrement des attaques de frelons. Et qu'à l'époque, ça me faisait horriblement peur, les frelons, et que j'étais j'étais assigné à buter les frelons. Avec toutes les blagues salaces qui arrivaient après de la salle, parce que tu avais le petit dard qui faisait que rentrer-sortir. Il pique la bite celui-là, tu vas voir. Et non, voilà, et c'était difficile cette époque, mais c'est bien parce que ça m'a permis de surmonter ma peur. Ah ouais, assigné à buter des frelons. Beau job d'été. Hein. Ouais, il n'y avait pas que ça. Oui, j'imagine. Mais bon, ça faisait partie. Fallait aussi, Je pense pas que c'était fallait prévu aussi à nettoyer la merde. T'étais chez qui pour faire ça? Dans un J'étais dans une brasserie, D'accord. dans un patelin de Normandie qui s'appelait le Lido, mais rien à voir avec le Lido de Pas Paris. ouais, c'est moins classe. Sans les danseuses. Avec Momo qui faisait les pizzas et les galettes. D'accord. Très bien. C'est pas le même Momo, on est bien d'accord. Ah non, c'est pas moi, je suis pas responsable. C'est pas le même. Très bien, très bien. Donc on est là pour parler quand même de cinéma et de vos films, Mollusque et Gilda. Et on va commencer par le film de Mollusque. Et Mollusque, c'est un petit jingle pour toi. Jolie voix. Jolie voix, c'est censé être lié au film. Je connaissais pas cette chanson. Je suis très content de l'avoir trouvé. Attends, honnêtement, t'as cherché combien de temps avant de trouver ça? Franchement, un peu plus que pour Gilda, parce qu'il aura autre chose. Mais ouais, 5-10 minutes, un truc comme ça. Ah ok, ça. Ça va. Mollusque, est-ce que t'as ta phrase mal faite, ton synopsis mal fait pour raconter ton film que les deux autres essayent de deviner? Ouais. C'est donc l'histoire d'une fille qui résout un Rubik's Cube et ça provoque la colère d'un piètre bricoleur. Ce sent le Elle est bien capillotractée quand même. Le flou est là, en tout cas. Après, est-ce qu'ils l'ont déjà vu? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Une fille qui résout une sorte d'énigme ou un puzzle. Non, c'est pas Cube. Je comprends pourquoi, mais bah non. Ouais. Non. Mais oui. Donc ouais, tu peux la refaire juste une fois. C'est une fille qui résout un Rubik's Cube et ça provoque la colère d'un piètre bricoleur. Je l'ai pas du tout là. Bah, je vais vous envoyer le son indice, on verra si ça vous aide ou pas. Et si On vous va avez voir. pas le film, ça va pas vous aider. Alors, tu vois quelque chose? Non mais arrête de bouger, je vois rien évidemment. Eh si. Bah qu'est-ce que vous faites les garçons? Bah, j'essaye de voir ce qu'il a dans la tête, mais je vois rien. Vous voulez savoir ce qu'on a dans le crâne? Levez-vous et suivez-moi, on va aller voir ça. Attends, doucement, hein, il a le cerf-volant. Oh, c'est intelligent. Bonjour, je suis Laïd de Papa Bricole et aujourd'hui je vais vous expliquer comment planter un clou sans faire de traces de marteau à côté. Ça paraît tout simple de planter un clou, mais il y a tellement d'accidents domestiques dus à des personnes qui plantent un clou avec un marteau et qui se tapent sur les doigts qu'il vaut mieux préciser la manière dont on plante un clou. Alors, souvent quand on plante un clou et qu'on utilise mal son marteau... Yo la mif. Bon, vous l'avez vu dans la vignette et dans le titre, aujourd'hui on se rend dans une playroom BDSM. Alors BDSM, bandex, soumission, domination, vous avez compris un peu l'ambiance. Là je suis arrivé à l'adresse top secrète qu'on m'a donnée, j'attends qu'un numéro masqué m'appelle. Ça a l'air toujours flou pour les autres. J'ai l'impression qu'on va acheter de la drogue, je vous jure, c'est une ambiance très particulière.
Salut les youtubers. Aujourd'hui j'ai envie d'aborder un thème un petit peu pâquerette, un petit peu bonheur, un petit peu plaisir des sens et des yeux et de l'amour. J'ai envie de parler de torture. Alors je le dis tout de suite, là j'ai vu des choses, je lance une alerte vomito puissance l'infini au carré. Ça va faire très très mal. Ça va faire mal aux yeux, ça va faire mal au ventre, ça va faire mal à toutes les parties vitales du corps. J'ai vu des trucs que la morale réprouve. C'est même pas que la morale est réprouve, c'est que la morale est dit stop, j'y vais. Comme disait Drake, it's too late, I'm gone. Elle en peut plus, elle a fait ses baloches la morale. Casquette, hein. Je vous parle dans cette vidéo des pires tortures de l'histoire. On commence immédiatement dans la joie et dans la bonne humeur avec la bien-aimée. Vous avez un peu de la BO du film, pour finir. Oui. J'ai pas l'impression que ça vous a beaucoup aidé. Alors le truc de la torture, j'ai bien pensé à Saw, entre Saw et Saw 7, mais j'ai vu aucun de ceux-là. Donc, les saucisses bien sûr. Déjà t'es dans le style des films, on va dire. Déjà, parce que la musique ça fait un peu Tim Burton quand même. T'as un côté... Ah ouais, je comprends. Ça m'a évoqué La mort vous va si bien à un moment, cette musique-là, mais dans la fausse horreur. Mais non, on est pas mais je vraiment pense dans pas le que genre, j'y suis. Hein. Ouais, c'est quoi le nom de ton film du coup? Hellraiser 2. Les écorchés. Les écorchés. De 1988, de 97 minutes de Tony Randall. Alors il y a entre autres Ashley Lawrence, Claire Higgins, Kenneth Cranman, Imogen Bowman, Sean Chapman, William Hope et Doug Bradley en Pinhead. Parce qu'on va en parler de Pinhead. Oui. Du coup, est-ce que tu peux nous expliquer de quoi parle ce film et pourquoi tu l'as choisi? Oui, bon alors déjà, il faut savoir que c'est une série de films d'horreur qui se base sur les livres... Ah, putain, à chaque fois je veux dire Travis Barker, mais non, ça colle pas, c'est Clive Barker. Il y en a 10, donc d'une qualité, on va dire, relativement variable. J'ai vu que les deux premiers, donc je peux pas t'aider pour les... Ouais, je te dirais, à partir du 4, ça se dégrade pas mal, quoi. Donc on va revenir sur les événements du premier film rapidement, et puis ensuite on va aborder le 2, et je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai choisi le 2 et pas le 1. Parce qu'il y a une logique derrière. Donc Hellraiser 2 fait directement suite aux événements du premier film, donc voici le pitch rapide. Donc le film va s'ouvrir sur le personnage de Frank qui fait l'acquisition d'une boîte puzzle mystérieuse. D'où le Rubik's Cube. D'où le Rubik's Cube. Et il va s'isoler dans le grenier de la maison de son frangin, alors, je sais pas pourquoi. Donc son frère Larry et de sa belle-sœur Julia, et il va résoudre le puzzle, ce qui va convoquer instantanément les Cénobites, qui sont des démons, dont le charismatique Pinhead. Bah franchement, je dis aux gens, tapez Cénobites, Hellraiser, parce que sinon vous allez tomber sur les Cénobites, les moines. Ouais. Et vous allez voir leurs têtes, ils sont 4, ils ont vraiment des têtes un peu bizarres. Le Pinhead, cette tête elle est connue. Hein. Oui. Tout le monde l'a vu, voilà. C'est beaucoup utilisé partout. C'est ça, donc je vais quand même donner rapidement les caractéristiques du Pinhead. Vas-y. Non, c'était un mec de Slipknot qui avait ce masque-là, justement. Ah oui, possible, c'est vrai, ouais. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais du coup, ouais, les caractéristiques, c'est qu'il a le visage recouvert de cicatrices qui forment un quadrillage, quoi. Puis à chacune des intersections, il y a un clou qui est planté, quoi. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il faut faire attention avec les clous, messieurs. C'est ça. Les visages assez livides, quoi. Donc les Cénobites vont torturer Frank avant de l'emmener avec eux en enfer. Voilà. Et puis par un concours de circonstances, Frank est ramené à la vie dans un piteux état parce qu'il est écorché, donc. Et donc Julia, avec qui elle avait une relation de son vivant, donc Julia c'est la femme qui habite dans la maison, elle va l'aider à recouvrir son apparence en lui amenant des hommes dont lui va consommer le sang. Ouais, on est sur du gars, hein, je vous le dis. C'est ça. Et puis c'est dans ces circonstances-là qu'on va faire enfin connaissance du personnage principal, qui est le 4e personnage de l'histoire. Essayez de suivre, parce que c'est compliqué un peu. Non mais t'es bien. Donc c'est Christy ou Christine en version française, ils ont changé le nom, je sais pas pourquoi. Donc la fille de Larry, qui va se rendre compte que quelque chose ne tourne pas rond, surtout au moment où Frank, donc son oncle, en tant qu'écorché, va récupérer la peau de Larry pour se faire passer pour lui et retrouver une apparence à peu près normale. Il va prendre la place de son père à Christy, quoi. C'est ça. Et puis en conclusion, les Cénobites vont finalement de nouveau être invoqués, et Frank et Julia vont être envoyés en enfer pour de bon. Mystère. Et donc maintenant, on passe sur le deuxième film.
Donc la pauvre Christie qui a donc assisté à la mort de toute sa famille est envoyée par le scénariste en hôpital psychiatrique. Bizarrement. Où le médecin-chef va ramener Julia à la vie. Alors, il faut savoir que le médecin-chef joue bien son jeu puisqu'il connaît un petit peu il a connaissance des boîtes. Donc c'est les boîtes de Le Marchand dans l'histoire. Il a connaissance on comprend au bout de 10 minutes qu'il a connaissance des trucs. Oui, c'est ça. C'est vraiment très rapide. Ça, c'est donc vraiment le début. Il a connaissance de l'existence de ces boîtes qui permettent de convoquer les Cénobites et il sait également comment ressusciter une personne qui a été enlevée par les Cénobites. Donc il l'applique sur Julia pour la ressusciter. Et ensuite, alors je me suis perdu dans mes notes. Par contre, c'est vrai qu'il y a juste un truc, parce qu'il sait, mais par contre, on sait pas comment il sait, quoi. Je pense qu'il nourrit une curiosité pour ça. Mais on n'a pas plus d'infos en vrai. On voit qu'il a plein de trucs sur ses murs, comme quoi il a fait des recherches. Oui, en gros, il a fait à balle de recherche. La particularité des boîtes, c'est qu'elles apparaissent plus facilement aux gens qui s'intéressent au sujet ou aux criminels. Enfin, il y a vraiment des catégories de personnes vers qui les boîtes vont se manifester, quoi. Et puis après l'avoir ressuscité, ils vont faire résoudre une de ces boîtes de Le Marchand par une autiste qui est obsédée par les puzzles, quoi. Donc c'était le candidat idéal. Ils lui font résoudre le puzzle et ensuite la suite de l'histoire va se dérouler en enfer. Donc c'est la raison de mon choix de ce second film, c'est que c'est la première fois qu'on voit l'enfer dans la série en fait. Dans le premier film on le voyait pas. On l'avait vu quand même à un moment y aller, non ? Non, on voit qu'il se fait enlever, mais toute l'action se déroule finalement. Je croyais que Christie y était allé pour justement causer avec les Cénobites, vite fait. Mais pas plus que ça. Dans le deuxième ? Non, dans le premier pour dire vous récupérez Franck et pas machin. Enfin. Non, ils sont convoqués sur Terre. Ah oui, ok. Ouais. Ok. Je me rappelle plus. Je l'ai vu il y a 5-6 mois, un truc comme ça, donc. Le premier, je parle. Le deuxième, je l'ai vu il y a une semaine, donc ça. Voilà, je vais pas en révéler plus parce que du coup j'ai quand même fait le premier film plus une bonne moitié du deuxième. Mais du coup, ce qui m'intéresse dans ces films, c'est pas forcément des films excellents, hein. Ils sont agréables à regarder, mais ils sont quand même vieillis. Puis il n'y a pas trop d'effets spéciaux, c'est plutôt de l'effet pratique. Mais par contre, ils sont très bien faits les effets pratiques. Je les trouve impressionnants. Ça, ils sont ouf. Par contre, quand il y a un tout petit peu d'effets spéciaux, là, c'est foireux. Ouais, dès qu'il y a des effets spéciaux, tu vois que c'est de 88, mais 88 qui était de 70, quoi. C'est bizarre, quoi. En plus, parce que j'ai pas regardé le budget d'ailleurs, je me suis pas intéressé à ça, mais je pense qu'il devait pas être ouf. Je pense pas qu'ils avaient un gros budget, ce qui m'étonne parce que Clive Barker, il avait, à l'époque, en termes de roman, il avait plutôt le vent en poupe. Mais je vois juste au début, quand Julia réapparaît, elle est vraiment, donc il y a son corps, mais elle est vraiment, tu vois plus ou moins son squelette, mais tout de sang en fait, comme si tu voyais le truc des SVT, quoi. Écorché, quoi. Ouais, le truc des SVT que t'as vu où tu vois juste les veines et tout, mais c'était tellement bien fait, tu vois bien les os qui bougent en même temps, enfin tu vois que c'est pas un effet spécial. Oui, c'est ça, c'est un écorché d'anatomie, quoi, en fait, régulièrement, quoi. Mais c'est vraiment bien fait. Et encore maintenant, quand tu le vois maintenant, tu te dis ok, putain, c'est vraiment. Même les Cénobites sont bien faits, quoi. Ouais, pour le coup. Je trouve, enfin, tout est plutôt agréable, quoi. Et donc, voilà, c'est pour ça que je me suis intéressé aux deux, c'est parce qu'on va en apprendre plus aussi sur les règles qui régissent ce monde-là. En l'occurrence, on apprend que les Cénobites sont en fait d'anciens humains qui ont été convertis. D'ailleurs, c'est la première scène. Parce qu'on voit comment Pinhead a été créé. En fait, on voit un mec dans une grotte, on sait pas trop, avec le cube justement. Ouais. Et on voit qu'il résout. Et là, il y a un montage assez rapide où on voit qu'il se fait torturer et qu'il devient Pinhead en fait. C'est vraiment les 2 premières minutes du film qui t'expliquent comment il est devenu Pinhead. Donc tu sais déjà que au moins celui-ci était un humain à l'époque, quoi. Ils le sont tous parce qu'on voit à un moment donné. Il y a alors. Je vais quand même raconter un truc, mais du coup, le médecin et lui-même, quand ils sont en enfer, il va se retrouver transformé en Cénobite. Et en fait, lui, il va s'en prendre aux autres Cénobites sans que je comprenne bien pourquoi, mais bon, ça arrive dans le film en tout cas. Et en fait, au moment où lui, il en tue quelques-uns, on voit qu'ils reprennent leur forme originelle. Ouais. Voilà. Il y en a un qui c'est moitié un enfant, quoi, qui doit avoir 15-16 ans. Enfin, ouais, c'est ça. Pas trop, enfin, c'est... Celui qui parle pas, là, qui est super inquiétant. Enfin, ils sont tous super inquiétants déjà. Et clairement, d'ailleurs, le médecin, c'est le méchant et c'est pas les Cénobites en fait. Même dans le premier film, d'ailleurs, c'était un point que je voulais aborder, c'est que la menace, elle vient pas forcément des démons, enfin, on va dire les Cénobites, mais c'est des démons vulgairement, même s'ils se définissent parfois comme anges. Alors, ange déchu un peu, rien. Non, mais en fait, c'est très ambigu comme truc. Et en fait, la menace, elle va plutôt venir de Franck et de Julia dans le premier film, et du médecin dans le deuxième. Et de Julia également. Enfin, c'est vraiment les humains, les enfoirés, quoi. Ouais, parce qu'ils sont juste invoqués.
Ils ont un but et voilà. Puis c'est leur job. Voilà. Mais du coup, c'est qui les invoque et en plus qui en fait. Mais même le médecin est pire que ça en fait, parce que tu vois bien qu'il enferme des gens qui n'avaient pas trop. Bah, lui, en fait, son objectif au médecin, c'est de résoudre un puzzle, un des puzzles, pour savoir ce qui se cache derrière, quoi. Donc, en l'occurrence, c'est l'enfer, mais je sais pas s'il avait connaissance vraiment de ça, quoi. Et du coup, oui, il utilise ses patients à cette fin-là, quoi. Il les torture. C'est des outils, quoi. C'est des outils. Il leur fait résoudre des boîtes de marchand. Il y en a un qui va sacrifier, justement, il a besoin de sacrifier quelqu'un pour ressusciter Julia. Donc, il a pas trop d'éthique, quoi, finalement. C'est pour ça que le premier film, il parle vraiment de comment ressusciter Frank et voir. Mais parce que Julia ramène des mecs un par un. Alors que là, le gars, il avait déjà du monde chez lui. Donc, en bout de 10 minutes, Julia, elle est réapparue comme si de rien n'était. Ça va beaucoup plus vite dans cette partie-là, parce que lui, il avait déjà du monde. Paf, 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 il lui en donne plein en 2 secondes, en gros, et c'est bon, elle est déjà là, quoi. Alors, devient forme humaine, en tout cas. Ouais, c'est ça. Et sur les autres points qui m'ont intéressé, bah, du coup, on découvre l'enfer, qui est plutôt un enfer assez froid. C'est un labyrinthe, en fait. Ça se fait un petit peu les clichés qu'on a habituellement sur l'enfer ardent et tout le bordel. Et il y a des plans qui m'ont fait penser à, je sais pas si vous voyez le tableau des chairs avec les escaliers avec des perspectives impossibles et tout le bordel. Là. Ouais. L'escalier qui s'arrête jamais, quoi. Infini. Non, c'est que t'en as un à l'envers, hein, sur le côté. Ah non, celui-ci, oui, d'accord. Bah, parce que tu rejoins un peu les deux aussi des fois. T'as l'impression qu'ils peuvent. Ouais, mais enfin voilà, il y a une imagerie qui se dégage qui est assez intéressante de ce côté-là, parce que bah voilà, on sort vraiment de ce cliché-là. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre, parce que je me perds dans mes choses. Ah oui, donc on a un enfer qui est dirigé par Léviathan. En fait, il y a une hiérarchisation aussi dans les rôles des Cénobites. On sait que Pinhead, par exemple, il dirige un groupe d'autres Cénobites, mais au-dessus, il y a encore Léviathan qui va être le dieu ou l'équivalent du diable. Et en fait, ce Léviathan, c'est un espèce... Il y a combien de faces? Octaèdre? Il y a 8 faces? Octaèdre? Il y a 8 faces, ouais. Donc c'est juste un octaèdre en fait. Et je trouve que c'est une bonne idée en fait, parce que du coup, plutôt que de créer un dieu et d'essayer de nous montrer ce qui pourrait être décevant, il nous crée un objet. Un objet, c'est genre 2 pyramides avec un bout très pointu l'une sur l'autre, quoi. Ouais, c'est ça. Au niveau de la base, quoi. D'accord. Et ouais, moi je trouve que c'est une bonne idée justement, parce qu'on se dit, bon bah on sort de la représentation un peu physique. Ouais, t'as juste ce gros truc qui est au-dessus du labyrinthe, c'est ça. Et tu comprends que ça a l'air d'être lui qui régit les choses. Qu'il est relié au cube en plus. Bah oui, enfin c'est lui qui envoie les cubes sur Terre finalement. Et puis. Après, je pense juste pour les gens, parce que du coup, à cause du côté vieillot, je trouve que les effets, ça rend un peu plus dégueulasse les choses. Ça peut peut-être rebuter des gens. Et on enchaîne quand même les scènes de torture, de violence. Il y a clairement un côté SM. Déjà, les Cénobites sont tous habillés en cuir. Il y a un truc sadomasochisme, mais à mon sens, on sort quand même des codes du slasher habituel, quoi. Ouais, il y a quand même plus de profondeur dans la réflexion. C'est pas comme dans un hostel où c'est juste des mecs qui torturent des gens pour torturer des gens. Là, il y a quand même une idée derrière. Enfin, il y a quelque chose recherché, quoi. Ouais, puis enfin vraiment, il y a pas ces codes du slasher où il y a une espèce de menace qui court après la final girl, puisque finalement c'est ça, Christie, c'est la final girl. En fait, les menaces viennent de à la fois des Cénobites, à la fois des gens qui lui en veulent. Donc je trouve qu'il a réussi vraiment à rédiger de belles histoires, Barker, là-dessus, quoi. Et puis surtout à créer un univers qui est vraiment fascinant, quoi. Un univers qui a été étendu d'ailleurs en comics, en plein d'autres choses. Déjà en film, puisque à la base c'est des bouquins, mais aussi en comics. Et en fait, c'est un terrain de jeu incroyable pour un créateur, parce que le Cénobite, il prend certaines particularités en tout cas de l'ancien humain qu'il était. Ouais. Donc ça permet beaucoup de liberté, et ça autorise aussi à faire de la merde, ce qui est arrivé dans les films d'après, quoi. Donc c'est à double tranchant, mais c'est intéressant de voir ce qu'ils ont pu en faire, quoi. Complètement. C'est sympa à regarder. Il faut aimer quand même un peu le gore, parce que je vous avoue qu'il y a quand même quelques scènes un peu compliquées. Quand tu dis que ça enchaîne la torture, la violence, oui, ça m'emballe. Il y a de la nudité aussi, si tu veux. Bon, on va regarder par curiosité professionnelle. Il y a un peu de cul aussi, si tu veux. Bon, on va regarder quand même. C'est très marrant parce que c'est très vieillot dans le sens où même la façon où c'est tourné, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de scènes plan poitrine, donc c'est juste au niveau de ventre et le haut, quoi. Ouais. Et c'est les longs moments où t'as les gens qui parlent, et des fois ça s'arrête, ils ont fini de parler, t'as un long silence de 3 secondes,
Et après, ça passe à l'autre. Faut reconnaître que la Ouais. réal est pas incroyable, par contre. C'est peut-être ça qui pourrait déranger les fans de En Cinoche. fait, c'est vraiment ça, ou alors justement, tu vois vraiment le plan total, mais c'est vraiment pour montrer aussi les costumes qui sont vraiment dingues, quoi. Du coup, tu les vois bien, tu peux vraiment bien les voir, et après, tu vas avoir un gros zoom dessus pour bien les voir. Mais c'est vrai que ça fait un peu bizarre, des fois, la façon dont c'est réalisé, mais parce que ça a pris un coup de vieux, quoi. Ouais, il y a ça, puis dans le... Toi, t'avais maté les deux premiers ou que le 2 Non, les deux premiers. Ouais. Les deux premiers, oui. Parce que le premier est réalisé par Barker, et j'ai l'impression que le deuxième, donc j'ai oublié le nom du réal... C'est Tony Randall, le réalisateur du 2, et j'ai l'impression qu'il a un peu singé ce qu'avait fait... Ouais, c'est vrai que ça ce qu'avait ressemble... fait Barker, c'est le même style. Hein. Sûrement pour assurer une continuité, Ouais. je sais pas, ou alors parce qu'il avait pas plus d'idées que ça, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, les deux réalisations se ressemblent beaucoup, et elles sont pas très créatives, pour le coup. C'est le seul point vraiment négatif que je trouve à ces films-là. Puis Oui, le ouais. fait qu'ils aient pas mal vieilli aussi, mais ça, je le supporte à peu près, quoi, donc ça... Mais c'est à voir. Pour ceux qui aiment bien ce genre de film, clairement, ça fait partie des classiques, en fait, quoi. Les Hellraiser sont vraiment connus pour ça, quoi. Ouais, et puis les méchants sont très charismatiques, quoi. Enfin... Et dans ce que tu dis, ça me fait penser aussi à la série Lucifer, où en fait, je l'ai pas vu. il considère... L'enfer est vu de la même manière. Dans cette série, l'enfer est aussi un labyrinthe gigantesque, où chaque intersection de ce labyrinthe, c'est un lieu, une sorte de salle, où sera torturé quelqu'un. Oui, donc chacun a son enfer personnel. Exactement. Ouais, c'est un peu ça aussi. Et c'est l'idée là. Ouais. Ok, d'accord. Ouais, parce qu'en gros, là, l'autiste, elle se retrouve aussi emmenée en enfer à un moment donné. Et, elle, son angoisse, apparemment, ça doit être les clowns. Donc elle se retrouve dans un palais des glaces, là, tu sais, le truc de fête foraine. Avec puis, Hit, qui est près d'elle. Non, mais il y a des clowns, il y en a un qui est en train de jongler avec ses propres globes oculaires et tout. Il y a vraiment des trucs, des trucs assez dérangeants. Gilles, j'ai l'impression que ça va pas être le genre de film que tu vas regarder. Non, moi je me souviens que je voyais souvent l'affiche sur à l'époque où c'était Mega Upload là, et que celui-là j'ai jamais osé y aller. Moi je te le recommande. Enfin, c'est quand même des films très sympas, hein, si on exclut la réal un peu en dessous du reste, comme je disais, mais non, il y a des trucs intéressants. Il y a des idées. Il y a de bonnes idées. C'est pas forcément des histoires incroyables, mais ce que je disais, moi, c'est plus l'univers qui m'a un petit peu happé, quoi. Je suis d'accord. Ouais. Je crois qu'on a fait le tour. Je pense pas qu'on ait d'autres choses à... Je pense, oui, parce qu'après, si je commence Après, on va trop en dire après. à redévelopper, je vais partir sur l'histoire de comics et des trucs comme ça. Bah merci mon cher Mollusque. Mais de rien. Merci. On va pouvoir faire une petite entracte avant de passer au film de vie. Youpi. Cacamoulax. Et bim, pour cet entracte, je vais commencer par Gilda. Et je vais te demander ton actrice et ton acteur préféré, ou ton acteur et ton actrice, comme tu veux, dans le sens que tu veux. Moi j'ai une réponse qui fait tout. Oh. Ellen Page. Ah oui, je savais que j'ai cherché son nom. J'ai cherché son nom. Mais je vais pas dire Ellen Page, même si je l'aime beaucoup. Ouais, je comprends. Je vais pas dire. Alors c'est Elliot maintenant. C'est Elliot maintenant, ouais, tout à fait. Après, j'ai pas vu de film avec Elliot, donc je saurais pas dire. Juno ? Ah, avec Elliot, oui. Avec oui, Elliot, je non. comprends. Oui. Après, en actrice, il y en a beaucoup forcément. Une qui va me venir assez facilement, ça va être Sigourney Weaver. Ah oui. Parce que j'aime bien ce qu'elle incarne, et j'aime bien ce qu'incarnait aussi Noomi Rapace, je crois. Ouais, pour jouer les... un peu dans le même esprit, et pour gérer Ripley, quoi, en gros, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. La femme forte au milieu de tout ce monde. Ouais, tout à fait. Ouais. Dans les aliens, quoi. Enfin, dans tous les aliens. Exactement, ouais. Et les préquels pour Noomi, quoi. Exactement. Et en acteur, c'est plus compliqué. Parce que j'en ai pas spécialement que j'aime en particulier. S'il y en a un que je devais retenir, ce serait Bill Murray. Ah bah oui, bon après il y a plein de trucs avec Bill Murray. Ouais. Il fait toujours des bons films en vrai. Il fait toujours, ou en tout cas même ses passages sont cool. Ouais, c'est ça. Ses apparitions en fait, ça fait toujours plaisir en fait. Tu te dis putain, il est là, c'est cool. Enfin, je pense à lui dans Zombieland là. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui. C'était il est là pendant 5 minutes, mais ouais, c'est ça. Mais il fait bien le taf. Il y a toujours un côté généreux dans ce qu'il fait, je trouve. Ouais. Mais oui, bah le merde, Groundhog Day. Groundhog Day. Un jour sans fin. Un jour sans fin. En français, Ouais. putain, la vache, j'avais plus. Enfin, il y a plein de trucs. Après, bon, bah, les Ghostbusters. Avec Sigourney Weaver aussi. Ouais. Oui, d'ailleurs, au passage, t'as les deux en plus. Ouais, exactement. Mais ouais, je comprends. Moi, j'aime bien les deux, donc ça me va. En tout cas, perso.
Mollusque, même question. Ouais, Acteur, actrice, moi actrice, pour la acteur. blague, j'avais aussi pensé à quelqu'un qui faisait les deux, c'était Bugs Bunny. Tu peux en prendre pas mal de Looney Tunes. Ouais, non mais j'aime bien quand il se déguise en meuf. Non, et sinon, j'ai pas vraiment d'acteur, d'actrice préférée. Alors j'avais pensé vite fait à Graham Chapman parce que j'aime bien les Monty Python et donc c'est un peu lui qui drivait le truc. Il a quand même un certain talent, le mec. Bah clairement. Ouais. Et puis sinon, d'actrice, pourquoi pas Nathalie Portman. Elle fait bien le taf. Entre les Star Wars, les Léons, je les pensais à Pour Léon, Vendetta. Ouais. Oui, bah, il y a de quoi C'est faire une actrice avec. que j'aime bien et dans des films en plus que j'aime beaucoup. Je l'ai pas vu dans de mauvais films en fait. Ah bah t'as pas été voir le dernier Thor, à ce qui paraît. Ah oui, mais apparemment elle sauve un peu la. Ouais, à ce qui paraît, c'est elle qui Elle sauve sauve le truc un peu. C'est certainement le meilleur personnage de ce film de merde. Voilà, ça c'est dit. Effectivement, je l'ai pas vu. Je savais que Bot l'avait vu et qu'il m'en avait parlé, c'est pour ça que j'ai relancé. J'ai vu les réactions sur Twitter. Bah très bien. Du coup, la question pour tout le monde, c'est est-ce que vous avez un souvenir d'un film que vous avez trouvé dégueulasse, qui est un peu inspiré par le film de Mollusque, pour le coup. Et Bot, qu'est-ce que ça serait, toi? Alors, si j'avais vu Hellraiser, j'aurais peut-être dit ça, possible. vu les scènes de torture et violence. J'évite, moi, globalement, les films gore, dégueulasses, tout ça. Et je me suis rappelé que quand j'étais gamin, je matais sur Canal+, à peu près tout ce qui y passait. Du bon film, mauvais film. Et je me rappelle d'une série de films qui s'appelait Histoire de fantômes chinois. Oh la vache. J'étais tout gosse. Ça C'était a des l'air d'être films un truc de peut-être dingue. chinois, hongkongais. Et c'était bien avant que je comprenne ce qu'était le hentai, mais il y avait parfois des tentacules. Et je comprenais pas ce qu'elle foutait là, et je trouvais ça immonde. Et en gros, ils se mettaient sur la gueule, quoi. C'était des films de combat kung-fu, quoi. Et je crois que des fois, il y a des tentacules, et j'ai ce souvenir que c'était vraiment dégueulasse. Et alors ça se trouve, je le reverrai maintenant, je me dirais, ah non, mais en plus c'est mal fait, et c'est pas crade. Il y a des chances en mais plus. Hein. moi, enfant, quand je voyais ça, j'étais... Ah mais je regardais. Donc voilà. Toi, tu regardais tout. Ah, ok. Pas mal. Bah ouais, du coup, j'en ai parlé vite fait tout à l'heure, mais c'était Hostel, en fait. La première fois. Parce qu'en fait, c'est de la violence gratuite. Et je me rappelle très bien de cette scène de mec qui se fait cramer l'œil et tout, machin. Je devais être relativement jeune, hein. J'ai déjà regardé assez tôt, et Hostel, ça commence à dater. Et je me rappelle, en fait, c'était juste dégueulasse, des gens qui... En fait, l'histoire, c'est des riches qui achètent... qui payent des mecs pour qu'ils kidnappent des jeunes voyageurs qui viennent d'autres pays pour les torturer comme ils veulent. Et tu vois plein de scènes de torture gratos, mais vraiment dans le détail. Donc c'est vraiment assez horrible. J'ai jamais vu. Mais du coup, c'est uniquement gratos ou il y a quand même un fond derrière Non, c'est des mecs qui ont besoin de lâcher leur, je sais pas, leur haine, leur colère. Ah non, ce mais que je tu parle veux. en termes d'intention du film. Ah non, c'est juste ça, vraiment. Je t'ai donné tout le fond du film. T'as pas vraiment de seconde lecture. Ouais, non, t'es vraiment dans quelque chose de très brut. Ah ouais. T'es là pour choquer en fait. L'image doit choquer en fait. Ouais, okay. C'est vraiment que ça. C'est vraiment c'est même pas intéressant à regarder. Quoi. C'est pour ça que tout à l'heure je l'ai dit par rapport au fait qu'il n'y a pas de seconde lecture. Dans Hellraiser, il y a une seconde lecture, alors que là, il n'y en a pas du tout. Quoi. Et Gilda, ce serait quoi du coup? Moi, là, je viens juste d'y repenser, parce que du coup, j'avais noté d'autres trucs, mais j'avais pas compris ça pour dégueulasse. Ah bon, après, tu faisais ce que tu voulais. Non, mais il y avait un film que je regardais gamin, qui s'appelait Les Ghoulies 2. Les Goonies? Non, les Ghoulies. Attention, ça n'a rien à voir. Les Ghoulies, c'était un ersatz des Gremlins, c'est-à-dire que c'était des espèces de bestioles qui venaient à la vie, qui sortaient un peu de l'enfer. Et je me souviens qu'elles sortaient des chiottes, en fait. C'est-à-dire que c'était des bestioles qui sortaient des toilettes, avec certaines conditions, et puis qui venaient foutre la merde un peu à la manière des Gremlins. D'accord. Il y avait un côté un petit peu plus gore que les Gremlins. Il y avait un côté aussi un peu plus cul. Enfin voilà, c'était du interdit aux moins de 12 ans, mais je pense qu'aujourd'hui ça passerait plus. Ouais, ça serait du 16-18. Ouais, je pense, ouais. Enfin, 18 non, peut-être pas, mais Exactement, voilà, c'était ça. Montre une image. Je cherchais une image et ça n'a pas l'air tétère. Excuse-moi. Bah. Okay, les Ghoulies, donc ça s'appelle. Les Ghoulies, il y avait les Ghoulies 2 et je pense qu'il y avait les Ghoulies 3 aussi. C'est bizarre qu'ils aient pas appelé ça les Ghoulies ou les Gremlins. J'en sais rien, enfin, en fait ça fait plus Goonies. Les Goonies. Ça fait plus Goonies. Il y en a 4, mon cher ami. Il y en a 4. Oh la vache. Comme quoi, hein. Il y a des gens quand tu mets à faire des films, il y en a qui y arrivent. Et Molus, ce serait quoi ton film dégueulasse, comme tu veux? Ah, tu le sais. Oh, je sais pas, il y en a plein en même temps. Ah, clairement, j'ai zéro hésitation, c'est l'Empire d'Essence. Hein. Ah, bah oui, je suis con. Ah putain. Alors, l'Empire d'Essence, en gros, c'est l'histoire d'une geisha, en gros, qui va se marier avec un noble japonais.
Et puis ils vont commencer à baiser tout le temps. Il y a que ça, mais en fait c'est même pas érotique, quoi. Ça devient c'est sale, quoi. C'est une dépendance, quoi. C'est ultra malsain comme truc. Et à la fin, en gros, lui il va lui demander une strangulation pendant le sexe parce que ça augmente les sensations apparemment. Sauf qu'elle maîtrise pas bien le truc, elle le tue. Et va lui couper le sexe une fois qu'il est mort et se trimballer dans la rue avec la bite dans la main. C'est tiré d'une histoire vraie. Donc voilà. C'est beau. C'était assez traumatisant. Et même avant la scène d'amputation, on va dire, déjà tu sens le malaise bien avant, quoi. Même avant la moitié du film, tu sens qu'il y a un truc qui tourne pas rond, quoi. Enfin, si vous voulez plus d'infos, 10 minutes, un quart d'heure dessus. L'Empire des Sens, l'épisode du sexe sur le Pop Cruise. Il en parle vraiment à fond. Ouais, un bon traumatisme. Et oui, je suis con, bah oui. Bah si, c'est logique. Quand tu m'as dit tu sais, je suis bon, non. Mais oui, si, j'aurais pu savoir. C'est pas mal. Tout le monde a parlé de ces trucs dégueulasses. Personne n'a envie de les revoir. C'est ça. Non. Moi, si. Ouais, les goodies, j'ai envie de les voir maintenant. Ouais, ça a l'air plus. Toi, ça a l'air fun en fait. Ouais, c'était fun. Ouais, il y avait des bonnes répliques. Hein. Il y avait une VF qui était assez chiadée, je me souviens. Parce qu'il y a des expressions qui me reviennent là. C'était rigolo. Vas-y, on va. Non. Allez. Non, mais je me souviens qu'il disait des trucs genre lave-toi la bouche avec du savon, genre de trucs. Dès qu'il y avait une nana qui se mettait un peu dénudée, en fait, ils étaient complètement fous. En fait, c'était trois compères. Ils étaient là. Et c'était drôle en fait. C'était dans l'époque un peu années 90, les trucs un peu gélatineux, dégueulasses. Ouais, mais je vois bien en plus. Ouais. J'imagine le truc à peu près. Ça se refait sur les Gremlins, comme tu disais. Ah, complètement. Ouais. Ok, bah très bien. On va pouvoir passer à ton film, Gilda. J'ai un petit jingle pour toi. Connaissez-vous l'histoire Connaissez-vous l'histoire du tout petit Gilda du tout petit Gilda. Elle est horrible, hein. Elle est tellement énervante. Un jour de grande fête, il lécha tous les plats. J'ai envie de tuer le mec, moi ça fait déjà 3-4 fois que je m'entends ce son. Merci. Belle trouvaille. Bienvenue. J'apprécie. Mon cher Gilda, est-ce que tu peux donner ton synopsis mal fait pour que les deux autres essaient de deviner? Oui, alors. C'est un tueur à gages, très coquet et poli. Et il se découvre une passion pour le matériel agricole. C'est arrivé près de chez vous? Non. Hitman? Non, c'est tueur à gages, pas tueur en série. Ouais. C'est un tueur à gages. Le matériel agricole. Dexter mais C'est une série. Et c'est un tueur en série. Toujours, ouais. Toujours. Putain, je l'ai pas. Bah, je vais vous envoyer le son. Peut-être que ça vous aidera ou pas. On verra bien. Comme chaque matin, le sergent Pepper assure sa tournée dans le comté de Wisher. Fuck my dog, please. Ah, vous savez, c'est un peu la routine ici. À part la zoophilie et les décapitations, on a rarement des problèmes dans la région. Et pourtant, ce jour-là, la vie du sergent Pepper allait être bouleversée. Cette journée est gravée à jamais dans ma mémoire qu'est dans ma tête. Il est 14h lorsque le sergent Pepper remarque sur la route... Je suis plus dedans, on t'éteint, y'a plus le temps, ça sent la perte, je suis plus dedans. Donnez-moi mon argent, donnez-moi mon argent, donnez-moi mon argent, donnez-moi mon argent, mon million de dollars, mon million de dollars, mon million de dollars. Bon, c'est 2 millions dans le film. Donnez-moi mes lovés, car il y a beaucoup de bulletins. Dans ce monde, les gens sont mauvais. Adapté pour permettre leur immobilisation. L'étourdissement est effectué à l'aide d'un pistolet d'abattage ou matador qui déclenche la perte de conscience immédiate de l'animal. Bonjour à tous, on va parler d'un tracker ou d'un traceur en français. Qu'est-ce que c'est exactement un tracker ou un traceur? Eh bien c'est un petit boîtier qui intègre un système GPS de géopositionnement et bien souvent aussi comme cet appareil qui intègre un système GSM, c'est-à-dire que ce petit boîtier va utiliser... Tiré du film du coup. Quisiste volar sin alas, quisiste tocar el cielo, quisiste mucha riqueza, quisiste jugar con fuego.
trouvais ça bien en plus pour finir le son indice. C'était parfait. Donc, du coup, moi juste, tu as trouvé. Oui, No Country for Men ou Man For All Men. De 2007, de 122 minutes, des frères Cohen, Joel et Tan Cohen. Avec, donc, super, très très gros casting pour le coup. Tommy Lee Jones, Javier Bardem, Josh Brolin, Woody Harrelson, Kelly MacDonald, Garrett Dillahunt, Tess Harper et d'autres, j'en passe, parce qu'il y en a quand même un sacré casting. Du coup, mon cher Gildas, est-ce que tu peux nous expliquer le vrai synopsis et pourquoi tu as choisi ce film? Alors le vrai synopsis, ça se déroule en fait, le décor est planté à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, enfin entre le Mexique et le Texas. Le film débute par un monologue que je passerai, mais surtout par un cow-boy qui part à la chasse, qui dans sa chasse manque sa cible et en allant essayer de la récupérer tombe sur une scène qui visiblement est un échange entre un cartel et entre deux cartels, quoi. Entre deux cartels, voilà, qui s'est mal déroulé. Il est un peu curieux, il va voir ce qui se passe. Il découvre un homme qui lui réclame de l'eau. Il se dit que, bon, voilà, il récupère les flingues sur place. Il se dit qu'il y a sûrement quelque chose d'autre à récupérer, que s'il y a eu échange, forcément, il y a eu argent. Et petit à petit, il retrouve une mallette qui contient 2 millions de dollars, qu'il décide de ramener chez lui. Et qui dit à sa femme que, voilà, qu'il a trouvé 2 millions de dollars. Et dans la nuit, il se réveille, il se dit mince, ce pauvre type qui avait soif, je vais quand même lui ramener de l'eau. Et il y retourne pour ramener de l'eau. Alors ce qui se passe entre-temps, en parallèle, c'est que un tueur à gages en fait est embauché pour retrouver les 2 millions de dollars. Et donc ce tueur à gages, c'est Javier Bardem, qui est caractéristique dans ce film de sa coupe de cheveux, qui est à mi-chemin entre un Playmobil et Mireille Mathieu. Ouais, c'est ce que j'allais dire, exactement pareil. Et qui a cette espèce de flegme, qui est juste incroyable. Et donc qui utilise plusieurs fois dans le film un pistolet à air comprimé en tant qu'outil, en tant qu'outil pour tuer. C'est ça, en fait, il s'en sert pour plein de choses. On se découvre, c'est un magnifique outil, ça sert à ouvrir les portes, à ouvrir les crânes. Ouais, c'est ça. Et donc, en parallèle, il y a un troisième personnage, donc, qui est le personnage du shérif de Bell, qui est dans la complainte permanente, on sent qu'il est dans un monde qui le dépasse totalement. Et donc qui a connaissance qui doit faire l'enquête en fait de ce qui s'est passé sur cet échange du cartel, et donc qui a toujours un train de retard en fait sur les deux hommes, parce que c'est une espèce de fuite en fait où les trois en fait se suivent. D'abord le cow-boy, derrière Bardem en tueur à gages, et derrière le flic qui a toujours un train de retard. C'est ce que j'ai marqué dans les notes, c'est un film de poursuivant du poursuivant. C'est ça. C'est vraiment... Et même t'en rajoutes un moment dans la course, enfin t'en rajoutes, t'as des poursuivants un peu partout. Ouais, je trouve qu'il y a un côté un peu british justement, la construction du film. Un peu, ouais. Avec plein d'histoires un peu séparées qui vont finir par se rassembler. C'est un film choral, un peu. Après, moi je trouve ça quand même assez linéaire comme progression. On est vraiment dans un fil tendu. Où il n'y a pas d'effet puzzle. Après, il y a 3 personnages avec une histoire qui leur est assez propre. Et qui sont vraiment au centre du truc. Il n'y a pas vraiment de héros en fait. Enfin, si, il y a le héros du cowboy. Et encore, parce qu'il est pas l'air non plus. Mais c'est pas non plus le meilleur homme du monde, quoi. C'est plutôt Bardem qui tient la dragée haute un peu, je trouve. En fait, c'est plutôt le cowboy et Bardem. Ouais. C'est un peu les deux. C'est spécial. En fait, il y a un focus en fonction de la période. En vrai, le shérif, du coup, joué par Tommy Lee Jones, on le voit pas tant que ça, en fait. Finalement. On ne voit pas tant que ça, mais c'est lui qui porte quand même un peu l'âme du film, enfin la moralité en tout cas. C'est lui qui fait le speech de début et le speech de fin, déjà. Exactement, et c'est lui qui fait le constat en fait c'est un film qui est assez ancré dans la condition humaine, et on le voit à travers ses yeux en fait. C'est-à-dire que le film qu'on voit, c'est un constat de ce que lui il observe, et ce vieil homme dépassé qui est même à la fin complètement dépassé par ses rêves, et qui constate que le monde en fait est un monde de vanité,
où les hommes ils sont juste là pour essayer de récupérer de l'argent ou de vendre de la drogue et bon, ça c'est plus le personnage du cow-boy et puis des Mexicains qui le poursuivent parce qu'il est aussi poursuivi par les Mexicains au passage. Et cette espèce d'entité maléfique là, Javier Bardem qui suit ses propres règles et qui en fait qui est complètement on a l'impression qu'il sort de toutes les règles en fait de la société et que pour autant il est invincible, enfin il est inarrêtable. C'est un bulldozer. Bah, c'est impressionnant, ouais. On a vraiment l'impression qu'on peut vraiment pas l'arrêter, quoi. Il respecte même pas les codes de sa propre profession. Non, au passage. Parce qu'il a ses propres codes à lui. Ouais. Et oui, il suit sa morale, c'est con. C'est ça. Ouais. Et ça lui attire des problèmes pour le coup. Ça le met en difficulté, effectivement. Ouais. Est-ce que ce genre de code, ça fait de lui un peu un homme d'honneur? Ça lui donne quelque chose de respectable quand on regarde le film? Non, en aucun autant. point il est respectable. En fait, tu peux le comparer à Satan ou à un Némésis. En fait, D'accord. C'est quelque chose d'inarrêtable. En fait, c'est un coup près qui va te tomber dessus. Et tu sais pas comment tu vas l'arrêter et tu sais pas quand est-ce qu'il va tomber. Toi, le coup de Nemesis, ça me fait vraiment penser à Resident Evil et vraiment le truc qui revient. Enfin, pour ceux qui ont fait Resident Evil 2, sur le 3, ouais. qui revient tout le temps. Et tu te dis, mais je vais jamais pouvoir le buter. Enfin, c'est tout le temps comme ça, il revient. Bah, en fait, tu sais pas quand. Il est presque à considérer comme un cataclysme. Ouais, en fait, il est même plus humain, il est psychopathe déjà. Hein. Le seul moment où je le trouve un peu touchant, c'est quand, je sais pas si tu te souviens de ce passage où il est blessé, il cause avec un gosse. Je crois, il y a un truc comme ça. Oui, avec deux gosses. Ouais, il demande de l'assistance à un gosse et il lui file du pognon et il se casse. Alors c'est oui et non, parce que si tu veux, il lui file du pognon en échange d'une chemise. C'est-à-dire que le mec, oui, c'est ça, ouais. Le mec, il est. Alors le gosse accepte en fait juste de lui filer sa chemise. Il récupère quand même le pognon. Et à la fin, les deux gamins sont en train de se disputer le pognon, quoi. Donc si tu veux, ça va jusqu'au bout du truc en disant, bah voilà, en fait. Oui, il a foutu la merde pour le coup. Ouais, exactement, en fait. De toute façon, il sèmera le chaos, enfin ce que le monde est, c'est-à-dire. Monde de vanité. Et derrière ça, lui, il s'est pris une bagnole dans la gueule, il est toujours debout, quoi. Si tu veux, le film, il se termine pas en mode comme dans un western où on a buté le méchant, non, il se termine en mode. Puis il a quand même un os qui sort de son bras, donc il vient d'avoir un accident, il y a un os qui part. Puis il se met juste, du coup, le bandage avec la chemise, et il part, quoi. Ah bah oui, mais la plupart des gens seraient tombés dans les pommes, seraient machin, enfin non. Il est toujours stoïque, le flegme qu'il a depuis le début, quoi. Ouais. C'est impressionnant. Ouais. Ce que vous dites, en fait, c'est le personnage le plus intéressant du film. C'est celui qui te marque le plus, Ouais, c'est celui que tu retiens. Il est captivant quand même à un moment donné. Ne serait-ce que pour sa coupe de cheveux. Mais non, mais en fait, c'est vrai que ça crée un décalage, en fait. C'est moi, je trouve beaucoup plus intéressant le cowboy parce que tu comprends, tu sais pas pourquoi, mais il a beaucoup. Enfin, il doit avoir de l'expérience parce qu'il sait comment fuir. Mais en même temps, il a sa meuf à côté qui veut pas vraiment lâcher parce qu'il l'aime quand même si elle est un peu débile. Enfin, il y a plein de trucs, et en même temps, tu vois qu'il est pas inintelligent, mais on sait pas ce qu'il a fait dans sa vie. On a l'impression qu'il est juste en train de traîner dans ses vieilles caravanes avec sa meuf, là, au milieu du Texas, et qu'il doit faire de la chasse, c'est tout. On se doute qu'il a un passé criminel, quoi. Criminel ou un ancien flic. C'est un ancien du Vietnam, en fait. Ouais, voilà, un ancien militaire, je veux dire. Tu sens que c'est le mec qui vivait reculé dans son mobil-home et puis qui chassait du bétail. Mais il a un côté intéressant dans sa façon de penser. Tu vois qu'il a une logique. Il est méthodique. Ouais. C'est ce que j'allais dire. Il est méthodique déjà quand il fouille le camp, la scène de fusillade après coup. Là. Tu vois qu'il y a une méthode, une façon de faire. Et puis sur les chambres d'hôtel aussi. Le mec, il prend 2 chambres d'hôtel. Il met sa valise dans le système d'aération parce qu'il peut la choper d'une chambre ou d'une autre. Ouais. Et il fait ça à partir du moment où il voit qu'il y a un 4x4 un peu suspect qui ressemble un peu au 4x4 des Mexicains du cartel. Donc il a un côté en fait où il est toujours un peu tard, mais il arrive quand même à déjouer d'une certaine manière ce qui va se passer. Et il met en difficulté du coup le personnage du tueur à gages. D'ailleurs qu'il arrive à blesser d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, c'est lui qui le blesse. C'est lui qui le blesse, ouais. D'ailleurs, tout simplement. En fait, il est pas forcément très intelligent, mais pragmatique. Enfin, il comprend des trucs... Il a une bonne logique. Il a une bonne lecture de ce qui se passe à l'instant T, en fait. C'est ça le truc, quoi. Après, il a toujours un... Tu sens que le tueur à gages, et lui, il a sa méthode infaillible, et que ça marche. Et tu sens que lui, il le comprend tard, mais qu'il finit quand même par le comprendre. En fait, c'est pas des mecs que tu vas inviter à un Trivial Poursuite, mais si t'as besoin de faire des trucs de survie, tu les invites clairement, tu les mets en premier, quoi. Surtout le cowboy, pour le coup, moins le psychopathe tueur.
J'aimerais pas me retrouver dans la même pièce que lui. Mais clairement, en fait, c'est un film. Bah, moi, je l'ai marqué à la Cohen, mais tu sais, c'est des longues scènes, des fois un peu contemplatives, et entremêlées de discussions et de scènes violentes, mais d'un seul coup. C'est paf. Et après, ça s'arrête, ça redevient calme. C'est vraiment film à la Cohen, quoi. Enfin, c'est un jeu de montagne russe, ouais. Tu sens les petits moments très calmes. Et après, paf. Moi j'aime bien ce côté contemplatif qui faisait un peu western moderne, mais qui finalement on pète un peu les codes du western, parce qu'à la fin, le méchant il est toujours là. Mais je trouve que tu vois, t'as un côté, ça me fait penser au Kill Bill de Tarantino. T'as plein de moments très calmes de discussion, de dialogue, et d'un seul coup, boum, un truc super violent, et après on revient sur du calme. Et du coup, je trouve qu'il y a un peu la même façon de faire, en tout cas pour ces films-là, en tout cas pour ces deux films-là. C'est pas du tout le même délire dans le fond, on n'est pas dans le même délire, non, mais dans la façon de faire, en tout cas. Je trouvais que c'était... Mais oui, bah après, c'est un très très gros film, de toute façon. Enfin, ça a été, c'est passé à Cannes, Oui, ça a été oscarisé. Je crois que Bardem, il a eu le meilleur second rôle. Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Golden Globes 2008 de prix. Et c'est qui est considéré comme premier rôle dans le... Bah, c'est le cow-boy. C'est le cow-boy, ouais. C'est Josh Brolin, du coup. Ok. Même Tommy Lee Jones, il est marqué en second rôle, quoi. Ouais, mais en fait, je trouve que c'est quand même assez équilibré. Alors, ça fait longtemps que je l'ai pas vu. En fait, c'est que... Mais dans mes souvenirs, c'était assez équilibré. Javier Bardem, il est tellement charismatique, son personnage est charismatique que tu le retiens beaucoup plus que l'autre, quoi. Ouais, il retient l'attention, c'est sûr. Donc c'est pour ça, mais en fait, normalement, c'est Josh Brolin qui est marqué comme premier rôle, en tout cas. Qui joue très très bien, hein, pour le coup. Mais moi je suis deg parce que je suis très fan de Woody Harrelson, donc pour venir en plus à Bienvenue à Zombieland, des trucs comme ça. Ouais. Mais on le voit tellement pas si longtemps dans ce film. Ouais, puis il a pas le beau rôle, quoi. Tu sens que c'est le mec qui est vite, que tu peux vite corrompre et qui baisse vite sa culotte. Et ouais, complètement. Mais du coup c'était un roman à l'origine. C'était un roman de McCarthy, je crois, qui a aussi écrit du coup le truc de fin du monde là. La route. La route, ouais. C'est lui. Ouais, c'est McCarthy, ouais. Alors j'avais lu La route, mais j'ai pas lu. Je l'ai pas lu La route, mais faudrait que je me le fasse. Et tu vois, j'avais lu dans les petites anecdotes parce que donc le personnage de Javier Bardem, son nom de famille c'est Shiger. Ouais. Et il disait, je sais plus qui a dit ça, mais c'est l'un des thèmes du film et cette immense vague de violence qui s'est préparée du monde. Et Shiger, qui symbolise cette violence, explique son interprète, Javier Bardem. Il n'a pas de racines, il porte toujours les choses un cran plus loin et on ne peut pas l'arrêter. Ouais, c'est ça. Et c'est vraiment ça en fait. C'est vraiment ça. Ouais. Et en fait, même son nom, l'écrivain, il a dit, j'ai trouvé un nom qui n'existait pas parce que pour moi, ce personnage ne doit pas exister en vrai, quoi. Oui, il est pas humain, clairement. Ouais, c'est pas... Il ne doit pas exister. T'imagines même pas son enfance ou quoi que ce soit. Enfin, il a pas de... Il a pas d'histoire en fait, ce mec-là, quoi. Et j'ai pas lu, enfin pour le coup, j'ai pas pris le temps de lire le livre, mais même l'écrivain, il dit... C'est vrai qu'il fait vachement entité, on a l'impression qu'il est né comme ça, quoi. Mais a priori, même les frères Cohen, parce que dans le livre, il n'y a pas beaucoup de description de ce personnage, à ce que j'ai compris. Et du coup, ils ont eu du mal en fait à savoir vers quoi aller, donc ils ont quand même demandé à l'écrivain un peu d'infos, quoi. Mais dans le livre, même dans le livre, en fait, c'est vraiment très mystérieux, en fait, ce personnage. Enfin, il est là, il tue des gens. On est uniquement dans la psyché du mec, mais ouais, je pense que ça va être un truc dangereux, donc ils avaient du mal à l'imaginer eux-mêmes, les frères Cohen. Ils ont dû demander à l'écrivain. Ce qui est bien joué en termes d'écriture, quoi. Ah bah j'imagine, ouais, pour le coup. Ça les a fait chier eux, mais c'est bien joué. Mais ouais. Tu sais qu'ils se sont fait chier à faire un faux poste frontière, là, le faux poste frontière qu'on voit. Ouais, j'ai lu ça aussi, ouais, qu'ils avaient construit 23 tonnes. Ah, c'est par contre, je pensais pas que c'était à ce point-là. Mais ils pouvaient pas aller à une vraie frontière. Bah non, ils ont fait un vieux truc. Non, ça devait pas trop être légal de tourner là-bas. Oui. Ils l'ont créé à Santa Fe et ils l'ont remarqué sur les lieux du tournage. Je crois qu'ils ont eu des couacs aussi, hein, avec le tournage de There Will Be Blood qui était dans le même endroit. Je crois qu'il y a eu un truc. Il y a eu un truc comme ça. C'est vrai qu'ils aiment bien le Texas, les frères Cohen, pour tourner leur truc. Parce que pour le coup, ils tournent sur place. Ils vont pas trop tourner à Hollywood. Ce qui, de toute façon, tu le vois clairement à l'image. Hein. Ça donne tout de suite le petit truc. Ouais. Et je crois que le post-frontière, c'était à Las Vegas qu'ils l'ont construit, un truc comme ça. Ah oui, c'était à Las Vegas qu'ils l'ont emmené à Santa Fe ou un truc comme ça. Ouais. Ils ont dû le remorquer super loin, 23 tonnes. Donc tu n'avais pas vu battre ce film, Country for Men ? Non, je ne l'ai pas vu. Et bah, c'est un super film. Pourtant, je crois que c'est dans ma liste de films à voir depuis une dizaine d'années. Je pense que ça m'étonne pas parce que c'est vrai que beaucoup de gens en parlent de ce film. Ah bah oui, je sais. Je sais très bien, mais je ne l'ai pas vu. Donc là, je me décide, allez, je le regarde bientôt. Ouais, tu fais ça, Hellraiser 2, et puis voilà. Hellraiser, je suis moins sûr. Vraiment moins sûr.
Allez. J'aimerais bien savoir le nombre de personnes que tu vas embarquer dans ton film par rapport à son âge. C'est plus compliqué. Bah, déjà, ne serait-ce qu'à cause de l'ancienneté des films, l'image est un peu granuleuse. Mais t'avais fini ? Oui, non, j'avais juste noté des petites choses que j'avais aimées aussi sur ce film-là, c'est qu'il y a... alors enfin tu l'as dit, mais il y a un côté photographique qui est assez propre à Cohen. Oui, c'est magnifique. Ouais. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est l'absurdité en fait de certaines situations. Je pense au gars, tu vois, quand ils se poursuivent dans l'eau par le chien. Tu dis c'est tellement ridicule en fait comme scène où le mec il s'est fait blesser. Alors il est poursuivi par les Mexicains, par le cartel mexicain, parce que donc il est retourné sur les lieux de l'échange pour amener de la flotte au gars, et manque de peau, il s'est pointé au mauvais moment, là où il y avait les Mexicains qui se ramenaient aussi pour voir ce qui s'était passé. Et du coup, il se fait poursuivre par un espèce de molosse. Et ça se finit en fait avec une espèce de course-poursuite dans l'eau. Où le mec, il arrive à recharger son... Je sais pas combien de temps ça dure, mais ça a l'air d'être un peu long. C'est longuet, mais ça raccroche au réel, je trouve. Ce genre de situations qui peuvent paraître cons, mais en fait, dans le réel, ça peut arriver. Quoi. Ah ouais, mais au cinéma, je sais pas, à chaque fois, ça paraît absurde, en fait. Ça t'a sorti du truc ? Ouais, bon, ça m'a sorti un peu du truc, ouais. Après tu rentres vite dedans quand le mec, tu sens qu'il il reprend son flingue, il nettoie la chambre, il tac-tac, il remet une balle. Enfin, toujours pareil, le personnage hyper méthodique, mais tu vois, ça m'a plus marqué ce côté-là en fait, parce que t'as la poursuite, donc comme il dit, et dès qu'il ressort du truc, le chien il est un peu derrière, donc il va changer la première balle parce que la première balle doit être mouillée pour mettre la seconde, machin, enfin mais le chien il est en train d'arriver, mais tu le vois qu'il est serein. C'est bizarre, ouais. C'est une scène qui fait tellement naturelle et réaliste en fait qu'elle en paraît absurde en fait. Tu dis. C'est le côté méthodo un peu, le mec qui sort du Vietnam et qui a l'air d'avoir un peu quand même. La tête ça va pas super bien non plus, qui fait que oui je comprends ce que tu veux dire, mais en même temps ça montre direct comment il est en fait quoi, aussi. Et c'est pareil quand t'as le verrou qui lui arrive dans la gueule, tu vois, il est dans sa chambre d'hôtel, il vient de découvrir l'émetteur là, tac, il se dit bon, il se passe un truc, il voit il éteint la lumière, il voit dans la lumière du couloir qu'il y a un mec qui est juste devant sa porte, il attend, ça dure des plombes, et bam, il se prend la serrure dans la gueule, et tu dis putain. Après ça tu le vois plus venir parce que on est plus loin dans le film et c'est logique. Ouais, non mais c'est logique, mais tu dis la scène elle est tellement bizarre, ou quand t'as Bardem aussi qui met le feu à la bagnole en fait pour faire diversion, pour aller piller une pharmacie. Tu dis mais c'est des scènes en fait qui paraissent presque pas sérieuses. Ouais, je comprends cette scène. Et c'est peut-être plus là en fait que tu reconnais la patte Cohen d'ailleurs. C'est ça en fait, les personnages sont un peu en dehors de leur situation. Ouais, complètement. Et ils créent des situations qui sont... C'est bizarre. Enfin, j'ai un peu envie d'essayer de sauver le truc. Mais c'est pas dans le mauvais sens. Je trouve ça génial. Justement, les mecs sont obligés de faire preuve d'astuce un peu à la con. Enfin, ça semble un peu débile sur l'instant, mais finalement les astuces fonctionnent plus ou moins. Et en fait, dans le réel, qu'est-ce que tu ferais ? Tu ferais avec tes 3 bouts de chandelle et c'est ce qu'ils font, quoi. Donc, en fait, je trouve que ça fonctionne bien de ce point de vue-là, quoi. Ah oui, mais après, ça fait des petits trucs un peu marrants, enfin, un peu n'importe nawak, quand même. Enfin, jamais tu vois ça, quoi. Enfin... Ouais, effectivement, c'est vrai que faire cramer une bagnole pour aller piller une pharmacie, ça paraît excessif, quoi, mais ouais, je sais pas, c'est... La plupart des débiles, il serait arrivé avec son flingue et il aurait... Et puis voilà, quoi. C'est une pharmacie américaine, hein. C'est pas le même prix qu'en France, hein. Peut-être que ça a du sens. Parce qu'il veut pas se faire identifier, quoi. Ouais, bien sûr, mais il y a des caméras. Enfin, faut pas se rêver. Enfin... Oui, mais non. T'es en 1980, je sais pas. Oui, c'est vrai que tout le film se passe en 1980. Je sais pas s'il y a beaucoup de caméras en fait. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Oui, et d'ailleurs, c'était choisi en 1980, j'ai lu ça aussi. Pour des facilités de. Non, parce que t'étais vraiment dans une époque charnière en fait sur le trafic de drogue en fait, où t'avais ce côté-là qui explosait. Et moi, je me suis même posé la question s'ils n'ont pas utilisé 1980 pour se dire en même temps, en termes de technologie, c'était pas si ouf. Donc c'est beaucoup plus simple pour plein de trucs. Ouais. Parce que justement, le coup de la pharmacie, maintenant, y repensant, vu que c'est 1980, tu peux le faire. T'as pas une caméra, t'as pas un machin, enfin, tu peux le faire parce que maintenant, tu le fais plus, ça sert plus à rien. T'auras quand même une caméra qui t'aura vu, enfin... Vu ce que vous dites, s'il a un casque de Playmobil, même avec les caméras, ça passe, hein. Personne ne voit. C'est ses cheveux, le problème, c'est que c'est que ses cheveux. Le problème, c'est que je peux pas les enlever, quoi. Faut regarder juste les gens, No Country for Old Men, Javier Bardem, et vous verrez sa tête. Mais j'ai déjà vu, l'image est connue. Ouais. Je vois très bien ce dont vous parlez. Bah, c'est pas mal, on va bien causer. Ouais. À moins que tu aies autre chose à dire. Non, j'ai. C'est bon. C'est un film que j'ai vu étudiant et que j'ai accroché. Il est si vieux que ça ?
2007. Donc ça a 15 ans. Oui, voilà. 15 ans. ouais, putain. Vous entendez justement la musique de fin. Du générique de fin. Que j'ai mis pour la fin de cet épisode. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de musique dans Hellraiser non plus. Enfin, à part des musiques glauques. Ouais. Ah, c'est l'ambiance du film qui veut ça. Et même dans No Country for Men, pour le coup, il n'y a pas tant de musique que ça. Hein. Aussi, il y a très peu de musique. Donc, ça, c'est la musique de fin. Ça te met l'ambiance du Texas. Oui, c'est vrai que ça avait marqué aussi qu'il n'y avait pas trop de musique dedans. Bah, en fait, dans Hellraiser, il y en a, mais c'est pour mettre le côté glauque, comme vous avez entendu tout à l'heure dans l'indice. Et pour No Country for Men, c'est vrai qu'il y a quasiment. Il n'y a rien. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a rien, ouais. C'est brut, ouais. Bah, t'as les Mexicains qui chantent. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup plus après. Parce que même là, hein, cette musique, là, t'es dans le désert. Enfin, oui. Tu dois en avoir, mais on les entend. Enfin, ils se forcent pas là-dessus, en tout cas. Bien, merci beaucoup, messieurs. Merci. Merci pour l'épisode. On vous laisse avec la musique de No Country for Men. Ça m'a fait plaisir de pas être le sous-fifre pour une fois. Ah oui, hein, ça se et vient. d'enfin faire une chronique. Merci beaucoup, ciao Merci, les gens. à bientôt, ciao. Ciao les gens.